Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe aux travaux de la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine à la Guinée équatoriale. Le Premier ministre Moustapha Madbouli se réunit avec le ministre de l'Électricité, de l'Énergie renouvelable et le ministre du Pétrole. Les travaux de la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine ont débuté aujourd'hui à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Lors de sa participation à cette réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi prononce le discours de l'Égypte lors de la séance inaugurale, et ce, à la lumière de la présidence par l'Égypte, de la capacité régionale de l'Afrique du Nord et du comité pilotage des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, le NEPAD. Selon le porte-parole de la présidence Mohamed El-Chenaoui, le président Sisi évoquera lors du sommet les efforts déployés par l'Égypte pour développer le travail des deux mécanismes de manière à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique et à soutenir le développement du continent africain. Le président doit rencontrer lors de sa visite un nombre de dirigeants africains pour discuter des grands défis que confronte le continent africain et des moyens de renforcer la stabilité en Afrique afin de promouvoir sa prospérité dans l'intérêt des peuples africains. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la présidence actuelle de l'Angola à la tête de l'Union africaine et la volonté de la partie angolaise de renforcer l'action africaine commune dans divers secteurs. Ceci s'est déroulé lors de la rencontre du président el-Sisi avec son homologue angolais, João Lourenço, en marge du 7e sommet de coordination de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Pour sa part, le président angolais a exprimé sa gratitude au président el-Sisi et au rôle axial et historique de l'Égypte dans le continent africain et dans le cadre de l'Union africaine. La réunion a porté sur la situation de la paix et de la sécurité en Afrique, ainsi que sur les moyens de consolider les piliers de la stabilité sur le continent, notamment dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, au Sahel et dans le bassin du Nil. Ils ont également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'explorer des horizons de coopération plus larges dans divers domaines sur la base de la dynamique observée dans les relations entre les deux pays afin de réaliser les aspirations des deux peuples frères à la prospérité et au développement. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a souligné que la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la 7e session du sommet semestriel de coordination de l'Union africaine reflète l'intérêt qu'accorde le président et l'État à la promotion des relations avec le continent africain. Au cours d'une interview accordée à la télévision égyptienne, Abdelghati a indiqué que l'Égypte tenait à intensifier les contacts avec les frères africains et renforcer l'échange entre les composantes de la nation africaine. Selon le chef de la diplomatie, cette session se focalise sur l'intégration régionale qui s'avère un dossier primordial, surtout à la lumière de la mise en application de l'accord de la zone continentale de libre-échange. Abdelghati a ajouté que l'Égypte œuvrait à exploiter l'accord pour promouvoir l'échange interafricain pour aboutir à une meilleure intégration du continent africain. La défense civile locale à Gaza a fait état d'au moins 31 morts aujourd'hui, dont de nouvelles frappes israéliennes dans la bande à l'heure où les négociations indirectes pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas piétinent. Cette agence onusienne ont averti samedi dans une déclaration commune que la pénurie de carburant à Gaza avait atteint un niveau critique et constituait un nouveau fardeau. Les forces d'occupation israéliennes ont mené à l'aube une vaste campagne de répression dans plusieurs localités de Cisjordanie occupée, marquée par des arrestations, des perquisitions musclées et des agressions contre des civils.
Les forces israéliennes ont fait irruption dans des maisons du quartier de logement populaire à l'est de Naplouse. À Qalqilia, des soldats israéliens ont envahi la localité de Sindria, au sud de la ville, où ils ont fouillé plusieurs maisons. Ces incursions militaires nocturnes, accompagnées de violences et de détentions arbitraires, s'inscrivent dans un climat de répression systématique visant la population civile palestinienne dans l'ensemble des territoires occupés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé la poursuite de contacts avec des parties yéménites régionales et internationales en vue de parvenir à une solution durable et pacifique au conflit du Yémen. Guterres a insisté sur la nécessité pour toutes les parties de respecter le droit international ainsi que la résolution du Conseil de sécurité relative aux attaques des Houthis contre les navires commerciaux. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les Houthis de ne prendre aucune mesure susceptible d'entraver les opérations de recherche et de sauvetage en cours concernant les membres d'équipage portés disparus. L'Iran s'est dit prêt hier à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, sous une nouvelle forme, tout en réaffirmant son attachement à une solution diplomatique pour régler les différends liés à son programme nucléaire. Un commentaire. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran s'est dit prêt samedi à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sous une nouvelle forme. Ces déclarations interviennent après la récente guerre déclenchée en Iran par Israël du 13 au 24 juin et marquée par des frappes israéliennes et américaines sans précédent sur les installations nucléaires iraniennes. Israël a affirmé avoir lancé cette attaque pour empêcher son ennemi juré de se doter de la bombe atomique. Téhéran a toujours réfuté avoir de telles ambitions. L'Iran, qui estime que l'AIEA a une part de responsabilité dans le déclenchement des frappes en juin contre ses installations nucléaires, avait officiellement suspendu début juillet toute coopération avec le gendarme onusien du nucléaire après un vote d'une loi au Parlement. M. Araghchi a en outre précisé que toute demande de coopération de la part de l'AIEA serait étudiée au cas par cas en fonction des impératifs de sécurité nationale. Les États-Unis, alliés d'Israël, ont qualifié début juillet d'inacceptable la décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'AIEA. Le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, avait réitéré l'importance cruciale de discuter avec l'Iran des modalités pour reprendre ses activités indispensables de surveillance et de vérification dès que possible. Samedi, le chef de la diplomatie iranienne a également réaffirmé l'opposition de son pays à toute interdiction d'enrichir de l'uranium dans un éventuel accord pour encadrer son programme nucléaire. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assuré le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov de son soutien inconditionnel dans la guerre contre l'Ukraine, jugeant certaine la victoire de Moscou, ont rapporté aujourd'hui les médias officiels de Pyongyang. Des détails. Selon l'agence d'État KENA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a reçu le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov dans une atmosphère de confiance et de chaleureuse camaraderie, au moment où la Corée du Nord et la Russie resserrent leurs liens diplomatiques et militaires. Moscou et Pyongyang ont signé l'an dernier un pacte de défense mutuelle et la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats pour aider à la reconquête de la région de Kursk, prise par l'armée ukrainienne durant l'été 2024. La Corée du Nord fournit par ailleurs la Russie en obus et en missiles. Selon KENA, Kim Jong-un a déclaré à son invité que la Corée du Nord était prête à soutenir et à encourager de façon inconditionnelle toutes les mesures prises par les dirigeants russes pour éliminer à la racine la cause de la crise ukrainienne. Les deux hommes ont également discuté de questions importantes pour la mise en œuvre fidèle des accords conclus lors de leur sommet en 2024 quand la pacte de défense avait été scellé à l'occasion d'une rare visite en Corée du Nord du président russe Vladimir Poutine. M. Lavrov a affirmé que M. Poutine espère la poursuite des contacts directs avec Kim Jong-un dans les plus brefs délais, selon l'agence russe d'État TASS. Le chef de la diplomatie russe y a également rencontré son homologue nord-coréenne, Cho Son-hui. Les deux parties ont souligné leur détermination à lutter ensemble contre les aspirations émergénistes d'acteurs extérieurs à la région qui conduisent à une escalade des tensions dans le nord-est de l'Asie et dans toute la région Asie-Pacifique, selon le ministère russe des Affaires étrangères.
De retour en Égypte, le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est réuni avec le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable Mahmoud Asmat et le ministre du Pétrole Karim Badawi. Au cours de la réunion, M. Madbouli a mis l'accent sur les efforts acharnés déployés par les ministères concernés pour assurer les approvisionnements en produits pétroliers afin de garantir le fonctionnement continu des centrales électriques et par la suite garantir la sécurité du service en particulier. La réunion a été également centrée sur nombre de dossiers dont le suivi de la mise en place des projets nationaux, des nouvelles énergies et de celles renouvelables. L'Office central de la mobilisation générale et la statistique a annoncé que le volume des exportations égyptiennes vers les pays africains a grimpé au cours de l'année 2024 à 7 milliards 700 millions de dollars contre 7 milliards 400 millions de dollars au cours de l'année 2023. Selon l'Office, il s'agit d'une hausse estimée à 4,7%. Et dans notre volet sportif, Paris Saint-Germain, champion d'Europe, pourrait finir sa saison historique par le trophée du mondial des clubs. La Polonaise Iga Swiatek a été couronnée reine de Wimbledon, un 6e titre en Grand Chelem inattendu. Après une finale aux allures de cauchemar pour l'outsider américaine Amanda Anisimova, la numéro 4 mondiale a fait vivre un calvaire à la Floridienne de 23 ans, écrasée par l'enjeu et un soleil de plomb à Londres pour s'offrir son premier titre sur l'herbe, son premier à Londres. La Polonaise a pulvérisé. En Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, 2 personnes sont portées disparues après des pluies torrentielles qui se sont abattues hier soir, entraînant des inondations ponctuelles et l'interruption du trafic ferroviaire durant plusieurs heures. Le nord-est du pays a été touché par des pluies diluviennes hier, notamment en Catalogne, où les autorités ont déclenché une alerte rouge. Dans cette région, plus de 70 personnes ont été prises en charge par les services d'urgence, mais aucune dans un état grave, selon les services d'urgence. Outre la Catalogne, plusieurs régions du nord et de l'est de l'Espagne ont été affectées par ces fortes pluies, dont l'Aragon, où des soldats de l'unité militaire d'urgence ont été déployés, et la communauté de Valence. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.